Oui, j'ai compris. Voilà. Bon, normalement, ça enregistre. Vous Bonjour voyez là Cathy. derrière, ce que vous voyez derrière moi, ce Oui. sont des photos de ma mère et moi. Ah, génial. Bon, moi, c'est un véritable honneur. Alors, je suis venue vers vous. Vous savez, sur l'Association des psychanalystes modernes, sur le site, il y a une belle phrase de Françoise Dolto. Je vous prête mon oreille afin que vous puissiez vous entendre. Votre mère avait quelqu'un qui l'appréciait énormément. C'est Monsieur Serge Sommer, le cofondateur de l'Association des psychanalystes modernes. Alors moi, j'ai plein de choses à dire. Alors je ne sais pas par quoi je vais commencer. Peut-être par Françoise, si ça ne vous dérange pas. Alors le sensoriel chez Françoise Dolto, mais tout se rejoint. Je pense que Françoise se rejoint avec vous. Enfin, je le ressens, vous me direz. Est au François service et Boris. Je suis aussi la fille de Boris Dolto. aussi. Et ça, c'est très important dans ma trajectoire. Oui. Et c'était très important pour notre mère. Elle aurait détesté qu'on nous présente la fille ou le fils de Françoise. Moi, je dis toujours Françoise et Boris. Et dans ma pratique, je réunis ce que j'ai reçu des deux. C'est ça qui est très important. Ok. Alors j'y vais. Oui, je Mais on l'entends. peut parler de Françoise, j'adore Non, parler de non, Françoise. non, mais on va parler de Françoise aussi parce que bon, moi je connais moins, puis en même temps, en tant que psychanalyste, je suis peut-être plus attirée. Donc c'est pour ça. Mais vous me parlerez, vous, de Boris, vous ferez le lien. Ça sera Ouais. avec plaisir. Alors, le sensoriel chez Françoise Dolto est au service de la prééminence du symbolique. À un séminaire, Jacques Lacan disant qu'est-ce qu'elle raconte, cette bonne femme, elle dit la même chose que moi. Ça, j'ai bien aimé cette phrase. Alors, le désir de l'enfant est spontanément progressiste si les adultes ne viennent pas l'entraver ou le pervertir. Un psychanalyste s'inspire, mais n'a pas de recette pédagogique. Être psychanalyste, c'est pour moi ne pas se servir de théorie. Une théorie est là pour nous ouvrir un chemin. Nous emprunterons ou pas, ou nous mettrons nos blessures lorsque nous en avons fait. Chaque psychanalyste apporte dans son cabinet son histoire. Nous fonctionnons avec notre inconscient, non avec le savoir et les livres. Il y a autant de possibilités que d'histoires de vie. La psychanalyse ne s'apprend pas. Elle se vit jusqu'au fond de ses tripes. Elle peut être encadrée, normée, sans pour cela lui enlever son... Elle ne peut être encadrée, normée, sans pour cela lui enlever son sens. Son histoire est celle de l'humanité. Elle a mille et une versions. On n'enferme pas les émotions, on les vit, on les comprend sans les renier. La psychanalyse nous autorise à nous accepter différents et à équilibrer souffrance et puissance. Moi, c'est ce que je dis, la puissance de l'impuissance. Alors, Françoise Dolto, c'était une psychanalyste libre qui s'en tenait à l'écoute de l'inconscient et justement ne prenait rien des théories officielles quand cela lui semblait ne pas correspondre à la vérité de ce qu'elle entendait. Elle n'avait pas le souci d'être une psychanalyste conforme, hein. Parfois, au cabinet, il y a un temps où nous n'arrivons pas à entendre nos patients. Cette terreur rend les thérapeutes les plus pressés d'avoir une réponse rapide plutôt que d'écouter. Un enfant est une personne, alors là, ça vous rejoint, une personne à part entière. Les enfants ne doivent pas être assignés à une place, de choses ou être le prolongement des fantasmes des parents. Françoise n'a jamais dit que le bébé est une personne. C'est Tony Lenné qui l'a dit. Elle disait que c'est un sujet et une personne en devenir. D'accord. Hein, ça, c'est J'ai son... lu ça sur elle. Vous voyez comme quoi les écrits ne sont C'est pas faux. toujours vrais. C'est faux, elle a toujours revendiqué. C'est intéressant parce qu'en autonomie, on dit la même chose. Pour nous, une personne, c'est quelqu'un qui est responsable de ses actes. Euh, et donc, hein, le bébé est un sujet en devenir. Cette phrase n'est pas d'elle et elle ne le disait pas, elle revendiquait de ne pas le dire. D'accord. Et C'est un pourtant, ça a été sujet. repris comme venant d'elle, hein. C'est pas, c'est son... Mais parce que les gens reprennent tout et n'importe quoi, on lui fait dire n'importe quoi, quelquefois, mais là, c'est pas d'elle, c'est Tony Lenné. Alors, c'est pas, ils veulent dire la même chose, mais la précision sur qu'est-ce qu'une personne qui implique la conscience, elle n'est pas anodine. Par contre, dire qu'il est un sujet désirant, une source autonome de désir, hein, et sujet de son histoire, oui, ça c'est autre chose. Alors, le fait que quelque chose guérit n'est pas une preuve de bien fondé d'un concept, ni une preuve de ce qui a fonctionné dans ce qui a guéri, en fait. Les enfants, il y a des enfants plus forts que la mort, car ils ont subi des assassinats d'âme. Alors, Mhm. c'est peut-être pas les mots qu'elle employait, mais c'est un petit peu ce qu'on ressentait. Alors, elle a réhabilité le sensoriel dans la psychanalyse, apprendre à l'enfant à se déplier. J'ai relevé c'est des choses qui me plaisent, hein, c'est des mots, c'est des phrases, c'est des choses qui me plaisent. Alors, j'ai l'impression, même si c'est pas toujours ces mots, j'ai l'impression en lisant un petit peu les livres, en regardant vous ce que vous avez fait, que on rejoint ça et qu'il y a plein de choses qui vont dans ce sens-là. Alors, elle était pédiatre et psychanalyste. Alors, elle disait, ou moi j'ai retenu, ou j'ai compris, l'être humain pour bien se développer doit être confirmé affectivement par la présence d'un adulte.
Il Ah doit se non, sentir. confirmation affective, ça c'est de l'autonomie. Alors, ça Ah, c'est m'étonne. vous alors. J'ai jamais... Ça doit être moi. Alors c'est vous. Oui, Non, il mais doit se. la Oui. confirmation affective, c'est un concept spécifiquement autonomique. Alors c'est vous. Alors là, je vais passer. Voilà. Alors vous, voilà, c'est vous. Vous êtes médecin, mais les deux se rejoignent. Alors c'est pour ça que c'est un petit peu. Alors vous êtes médecin généraliste, c'est ça, non? En fait, j'ai une trajectoire compliquée. J'ai été pédiatre, j'ai fait la spécialisation de pédiatrie, j'étais médecin de PMI, mais à la même époque, pour gagner nos vies, on était installé comme généraliste remplaçant et on faisait une médecine très passionnante parce qu'il y avait un énorme engagement politique autour de la santé des migrants et du droit à l'avortement. C'est l'époque du MLAC, du groupe Information Santé, du planning, enfin tout ça. Et nous, on faisait une médecine très engagée. Et donc, j'ai fait 4 ans de fonction d'interne en pédiatrie. J'étais médecin de PMI. J'ai passé le dernier examen qui permettait de passer le dernier concours. Et là, j'ai fait un lapsus que je n'ai pas entendu, qui m'a plongé dans une grande crise d'angoisse. Et mes deux associés, au bout de 2 jours, m'ont dit, on a quelque chose à te dire à propos de ta crise d'angoisse, si ça t'intéresse. J'ai dit oui, ça m'intéresse beaucoup. Et ils m'ont dit, tu ne t'es pas présenté. On venait de tourner une émission de télévision très intéressante, très bien passée sur la psychosomatique. Ils m'ont dit, tu n'as pas dit ce que tu avais dit que tu dirais, c'est-à-dire pédiatre en fin de formation, tu as dit médecin généraliste. Et tout d'un coup, en 10 secondes, j'ai dit, ben oui, c'est ça la vérité. Je ne veux pas être pédiatre parce que je pourrais plus soigner d'adultes. Et donc, je n'ai pas passé le dernier concours de pédiatrie. Et je me suis installée comme généraliste en me disant que je savais bien assez de pédiatrie et je faisais énormément de gynécologie. Et donc, c'est aussi ce qui m'a permis pendant un certain nombre d'années, de poser des stérilets, retirer des stérilets, suivre les grossesses des femmes et m'occuper des bébés après. Donc, c'était une observation longitudinale que je n'aurais pas pu faire si j'étais pédiatre. J'ai jamais regretté cette décision que j'ai prise en 10 secondes. Et heureusement qu'ils ont entendu mon lapsus. Et du coup, vous l'avez entendu. Oui, et Voilà. ben oui, quand même, quand on a fait une bonne analyse, on entend, si possible. Si possible. Des fois, on entend avec le recul. Oui, Ou des mais fois, là, ça a quelqu'un nous été dit, t'as immédiat entendu parce le que mot. c'était immédiat parce que comme ça venait dans le contexte d'une grande crise d'angoisse, j'ai compris que c'était une vérité importante. Alors, les mots que je vais dire, moi, je trouve ils rejoignent vraiment Mélanie Klein. Et ce que je pense aussi, moi, sur le syndrome de l'enfant mort, dont j'ai parlé, alors, je pense que c'est les vôtres, enfin, vous allez me dire. L'être humain, pour bien se développer, donc, doit être confirmé affectivement par la présence d'un adulte. Il doit se sentir confirmé par le bon qu'il représente. L'enfant doit voir sa sécurité affective renforcée pour faire face à tout ce qu'il rencontrera de déstabilisant dans la vie. Ce socle sécuritaire l'autorisera à trier ses émotions. Si ce socle est instable ou inexistant ou délétère, toute opposition à sa sécurité sera vécue comme une blessure d'âme profonde, comme un rejet de tout son être. Il adoptera alors soit une posture de repli, soit une posture d'agressivité, car il ressentira au fond de lui de ne pas avoir été reconnu comme bon dans ce qu'il est. Alors, je ne sais pas si c'est vraiment mes mots ou si j'ai mélangé les vôtres en même temps, les vôtres et les miens. Ça peut tout à fait de moi, ça. Voilà, il me semble que j'ai rajouté ma touche parce que j'ai retrouvé du Mélanie Klein, j'ai retrouvé euh, En les quoi c'est crânien pour vous, ça? alors, c'est Clanienne. Il y a une partie Clanienne, mais en même temps, il y a une partie aussi que moi je reprends dans le syndrome de l'enfant mort. J'ai appelé ça comme ça, personnellement, où l'enfant, en fait, quand il n'a pas eu de socle sécuritaire, en fait, étant enfant au niveau de ses émotions, après, il peut cliver entre deux parties de lui, c'est-à-dire une qui va rechercher une chose et l'autre chose, c'est-à-dire il va, mettons, avoir quelque chose de très social et quelque chose de très enfermant où il va se replier parce qu'il ne saura pas. Il ne saura pas faire, il ne saura pas où est le bon. Il va cliver du bon au mauvais objet, mais vis-à-vis de lui et s'agresser lui. Penser être agressé par les autres, mais en fait s'agresser lui. Alors, en aptonomie, on utilise beaucoup le concept d'agrédior, qui est très éclairant. C'est Franz Wellman qui a débusqué le fait que l'origine, l'étymologie de l'agressivité, c'est l'agrédior, qui, en latin, euh, se réfère à une force bonne. C'est-à-dire, agredi, ça veut dire j'y vais, j'entreprends, je prends place au monde. Un bébé qui n'aurait pas d'agrédior, il y a 2 G dans agrédior, il réclamerait pas à manger.
Et donc, Lagrédior, c'est un pédopsychiatre néerlandais qui disait, c'est l'essence du moteur de la vie. Et les bébés, ils arrivent au monde avec entre 4 et 6 fois trop d'agrédior pour un adulte, hein. C'est pour ça qu'un bébé, ça dérange, ça fait du bruit, ça fait du désordre. Et quand l'agrédior est reconnu, valorisé, mais contenu dans l'éducation, il se met au service d'une dynamique de vie. Et quand il n'est pas reconnu comme bon, eh bien, c'est là qu'il se dévoie en agressivité. Voilà. Donc, l'agressivité est un dévoiement de l'agrédior. Et on voit des adultes après qui ont des problèmes de positionnement par rapport à ça. Et Oui, on voit des choses assez difficiles. Enfin, moi, je ressens, je travaille aussi avec mon inconscient, des choses assez difficiles. Des adultes qui n'arrivent pas à se positionner. Alors, on sait très bien quand quelqu'un est agressif, il est agressif contre lui, en première intention. Hein. c'est très fort. Mais pas seulement, c'est son impuissance qui se met. C'est son impuissance. C'est son C'est-à-dire impuissance. un enfant, c'est très douloureux parce que les enfants trop pleins d'ingrédients sont les plus intéressants pour une société. Et c'est ceux-là qui se font tacler dans l'éducation. Déjà, ça peut commencer à la crèche, il est agressif, il est opposant, etc. Et à l'école. Et c'est ces enfants-là qui sont les plus passionnants, qui sont marginalisés s'ils n'ont pas une famille qui les soutient vraiment. Et ils sont marginalisés et stigmatisés. Donc c'est vraiment dommage. C'est important, cette histoire d'agrédior. Euh, Enfin, moi, c'est un concept clinique qui m'aide beaucoup. Oui, mais c'est vrai, moi, les enfants que je reçois au cabinet, je vois ça. D'ailleurs, c'est les plus. Souvent, ils ont une intelligence très, très forte. Ils se sentent pas compris, mais ils ne comprennent pas non plus ce qui les entoure. Donc, ils se défendent avec cette impuissance, cette agressivité. C'est une défense, c'est un air de dire, ouh, je suis là, vous ne me comprenez pas, mais je suis là. Mais du Oui. coup, ils s'attaquent eux-mêmes avec leurs émotions également. Oui, oui, on C'est-à-dire que quand un enfant qui est dans l'allant, qui veut partager quelque chose, mais qui dérange, s'il lui est renvoyé que ce désir de partager, de nommer, etc., est mauvais, il n'a que deux solutions. Soit il va éteindre tout ça, parce que c'est dangereux. On pourrait ne plus être aimé si on est soi-même. Donc, il va organiser une grosse chape de plomb pour éteindre tout ça. Et ça, c'est beaucoup d'énergie à entretenir. Une chape de plomb, c'est d'énergie qu'on ne met pas ailleurs. Soit il va donner un coup de pied et tirer les cheveux tirer la langue à la première personne qu'il voit, parce que tout ce qu'il sent comme bon en lui, eh ben, c'est du mauvais. Alors, autant être du mauvais. Et c'est vraiment dommage. Et Mais du ça, on le voit vraiment, ça, vraiment chez les enfants, mais chez les adultes après. ah ben, bien sûr. Hein, parce qu'on a tous un enfant, voilà, on est tous un enfant et on le Oui, revoit vraiment. Et cette défense, cette agressivité qui est lancée, c'est souvent, oui, moi je veux bien éteindre sa lumière de peur d'être aimé. oui, Parce c'est que, la même chose. voilà, C'est une jolie façon de dire ça, mais c'est plus qu'éteindre sa lumière, c'est éteindre sa dynamique de vie. Et oui. ça veut dire indirectement éteindre son intelligence. C'est mourir quelque part, c'est une certaine petite mort, euh, une survivance, on se met en mode survie en fait. Je pense, oui, plutôt Voilà, que mourir. survivance. Voilà, C'est-à-dire, survivance. c'est la différence entre la survie et la vie. Oui, elle est importante cette différence entre la Ah, c'est survie. essentiel, oui. Moi, j'en parle souvent à mes patients. Elle est très importante. Alors parlez-moi un peu, parce que on a parlé la dernière fois au téléphone, ça m'a vraiment plu. Euh, Nommer le sexe d'un enfant avant la naissance. Vous m'avez Ah dit des oui, je choses. suis une grande Oui, militante. J'ai écrit un article là-dessus. Euh, je- je- Évidemment, j'ai un avis assez tranché dans la mesure où je travaille beaucoup avec des familles qui attendent des enfants. Et donc, du coup, mon expérience, elle est particulière parce que je vois beaucoup de drames. Si on ne travaille pas avec ces familles-là, on ne voit pas forcément les mêmes drames. Pour moi, c'est du côté de la consommation. Et c'est du côté, si on se réfère à Marie-Josée Monzin et son livre sur l'étranger qui vient de paraître, c'est dans le fond une façon de se protéger contre une véritable rencontre avec cet enfant qui arrive avec tout ce qu'il porte d'ailleurs, d'autres. Alors, il y a des cas, quand il y a un problème génétique, ou ça peut être des morts dans la fratrie, il y a des cas relativement rares où c'est bien de savoir le sexe, relativement rares. Dans un certain nombre de cas, c'est juste dommage
je vais y revenir, et dans un autre nombre de cas, pas si petit que ça, et totalement imprévisible, c'est vraiment dommageable pour la mère comme pour l'enfant. Mais vraiment. Et je trouve que la banalisation de la révélation du sexe fait partie, avec la contraception, de ce qui gêne beaucoup euh, l'entrée dans la parentalité. Je reviens à la contraception parce que euh, comme on avait la maîtrise de ne plus avoir d'enfants, on s'est mis dans l'idée que du coup, quand on en veut, on peut, ce qui n'est pas vrai. Et on voit beaucoup d'enfants aussi, c'est encore une autre incidente, qui ont été décidés mais pas désirés. Et donc, on les attend avec un... Alors, je ne vous parle même pas des PMA, et en plus les PMA qui ont coûté beaucoup, etc., en énergie, en difficulté. Ce sont des enfants dont on attend un espèce de retour sur investissement affectif, parfois financier, et qui ont une espèce de devoir de bonheur. On t'a tellement attendu, on t'a tellement voulu que tu nous dois d'être heureuse. Mon petit phallus doit être lumineux, quoi. Et déjà, ça fausse tout. Et on n'y pense pas assez, hein, dans toute la pathologie, la psychopathologie des enfants. Et le fait de savoir le sexe, d'abord, ça fait que l'enfant est offert aux projections de tout le monde. Et comme chacun sait, les projections sont des objets contendants extrêmement agressants. Donc, ça veut dire aux gens, voilà, mon giron est transparent et vous pouvez venir mettre vos mots, soit malveillants, soit simplement faux ou stupides, autour de lui. Déjà ça, pour moi, les projections, c'est une chose très douloureuse et très pathogène. Donc déjà, on expose l'enfant à ça, et ensuite, très vite arrivent des images, très vite arrive la nomination, très vite toute la famille, tout l'immeuble, tout le quartier, tous les collègues savent déjà que cet enfant sera de tel sexe et portera tel nom. Pour moi, c'est vraiment fabriquer autour de lui un carcan imaginaire contre lequel il devra lutter à sa naissance, parce que heureusement, les enfants ne sont pas comme on les avait attendus. Et puis il y a des petits effets latéraux qui ne sont pas anodins, parce que la nomination, c'est très important. Le nom charrie tout un tas de choses, hein, symboliquement, imaginairement, et dans certaines familles de culture mixte, des tas de choses très, très compliquées. Et donc, quelquefois, quand l'enfant naît, il n'a pas du tout la tête à s'appeler du prénom qu'on avait prévu. Mais on ne peut pas le changer puisque toute la famille attend un truc muche et on ne peut pas l'appeler machin chose. Donc déjà, on lui enlève de la liberté en le nommant avant de naître, en projetant sur lui, par exemple dans les grossesses gémellaires filles-garçons. C'est incroyable, comme déjà, parce que dans les grossesses gémellaires, souvent, il y en a un des deux qui se manifeste moins. Non pas qu'il se manifeste moins, mais la façon dont il est placé fait qu'on perçoit moins ses réponses. Alors tout de suite, ah oui, elle est plus timide, ou bien lui, il est plus agressif. Tous les poncifs filles-garçons sont déjà là. Et l'enfant in utero, il porte ça. Ensuite, c'est faire passer l'enfant imaginaire, qui est très important, à l'enfant imaginé, qui n'est pas du tout la même chose. Et quand on attend un enfant, ça fait un remaniement dans tous les lignages, tout le lignage des femmes, le lignage des hommes, qui est très important. C'est une occasion de parler des grands-pères, des grands-mères, etc. Et de remuer les prénoms. Et dès qu'on connaît le sexe, paf, 50% de ça disparaît. Donc on se prive de 50% de cette richesse imaginaire. Alors Monsieur Jamais, il avait dit interruption volontaire de fantasme. Mais après, il était revenu dessus en disant que ce n'est pas grave. Moi, je dis que c'est grave. Et donc, on se prive de ça. Et de nos jours, il y a beaucoup de familles où il n'y a que un ou deux enfants. Trois, c'est presque une famille nombreuse. Or, dans ce cas-là, il y a plus statistiquement de familles où il n'y a que des filles ou que des garçons. Eh bien, on se prive que pendant chaque grossesse, le père, la mère, le frère, la sœur, les oncles, les tantes ont été frères, filles, pères, sœurs de filles ou de garçons. Donc, on s'est amputé d'une richesse par impatience. Ça, c'est dommage. Et puis,
c'est pas du tout politiquement correct de dire bah, j'attends un garçon, je voulais une fille, je suis bien embêtée. Ça se dit pas. Donc, la grossesse de nos jours est priée d'être rose bonbon, alors que tous les praticiens savent que c'est pas le cas. Donc, une femme qui découvre qu'elle attend un enfant du sexe que finalement elle voulait pas, garde ça pour elle. Et ça fait in utero un conflit mère-enfant et déjà un socle de culpabilité dans la relation. Et comme chacun sait, la culpabilité, c'est un poison violent. Et donc, c'est potentiellement très violent, très délétère pour le développement de la relation mère-enfant. Et ce qui est piégeant, c'est que vraiment très souvent, ça m'est arrivé, les gens disent, vous savez, moi, ça m'est égal. De toute façon, fille ou garçon, je serais très content. Et puis quand ils le savent, ils s'aperçoivent que c'est pas vrai. Et là, c'est trop tard. L'enfant ne peut pas se défendre. Quand il naît et qu'il n'est pas du sexe qu'on voulait, il prend appui sur d'autres gens de la famille, ça se parle, et puis voilà. Tout seul, il est rejeté in utero. Et ça, je pense que c'est vraiment très pathogène. Et j'ai plein d'exemples cliniques de femmes qui vous disent, mais non, ça m'est égal, et puis après, elles ne peuvent plus inviter l'enfant vers le cœur, par exemple. Bon, plein de choses comme ça. Nous avons vu une femme à qui on avait annoncé un garçon, elle était très contente, et puis l'échographie d'après, on lui dit c'est une fille. Elle a fait un deuil pathologique de ce petit garçon qui n'a jamais existé. Donc, on peut penser ce que ça représente pour la fille qui était là in utero. Vous voyez, ça, c'est vraiment... Et c'est souvent là que se réveillent des souvenirs d'inceste ou de viol. Quand elles attendent un garçon et qu'elles se rendent compte qu'il va prendre le même chemin, tout d'un coup, ça réveille des choses. Là, on touche à des choses vraiment graves, qui touchent profondément la relation mère-enfant, et c'est l'enfant qui porte tout ça. Et puis, et on ne peut pas prévoir ce que ça va faire, hein. Et en plus, très souvent, quand les gens sont très attachés à avoir un garçon ou une fille, moi j'essaye de les dissuader souvent, et j'y arrive assez bien, je vais y revenir, on s'aperçoit que derrière cette envie, il y a souvent de la névrose familiale, tout simplement. Parce que dans ma famille, le lignage des filles, etc. Si on arrive à travailler ça, on soulage déjà l'enfant à venir de toute une partie de ce qui doit porter de la névrose familiale. Et souvent, d'ailleurs, je suis assez convaincante parce que moi, quand je commence un accompagnement de grossesse, j'ai une formule que j'adapte, mais grosso modo, c'est dire si par malheur vous apprenez le sexe de l'enfant, je ne tiens pas à le savoir. Mais comme c'est votre enfant, si vous voulez le savoir, vous inquiétez pas. Si vous me le dites, moi, je l'oublie en moins de 3 secondes. Et c'est vrai, et je ne le note jamais, sauf s'il y a un problème médical, génétique, etc. Je ne note pas le sexe. Et comme je ne note pas si c'est un don d'embryon, enfin, je le note en tout petit, ça. Et si je l'ai oublié à la fin de l'accompagnement, c'est que ça a été dépassé. Donc, j'ai souvent des patients qui ne connaissent pas le sexe de l'enfant. Et presque toujours, sauf si quand on sort l'enfant, on le voit, ils ne le demandent pas. Ils accueillent l'enfant, ils sont là autour, et c'est une sage-femme ou un obstétricien au bout de 10 minutes qui pied, ben, enfin, vous ne voulez pas savoir le sexe? Ben non, ils s'en fichaient. Ça, c'est quand même extrêmement intéressant, hein. Et aussi, on s'aperçoit que des gens qui se sont pourris la vie, la leur, celle du père, de la mère, et toujours de l'enfant, parce qu'ils n'étaient pas contents du sexe, ben, au bout de quelques instants, c'est oublié. Parce qu'ils s'aperçoivent que ben, ce n'est pas une fille ou un garçon, c'est cet enfant-là qui les regarde, qui se fait adopter. Et toute cette souffrance, toute cette mousse imaginaire maltraitée qui a pourri la grossesse, c'était pour rien. Tout ça pour ça. Alors, franchement, quel sens ça a? C'est de la consommation. Mais c'est aussi, je pense, une façon d'enfermer l'enfant dans des filets imaginaires pour lui enlever de la liberté d'être ce qu'il est. Donc, je trouve que banaliser ça, et vraiment maintenant, beaucoup de sages-femmes le savent, ça commence vraiment à savoir. Et souvent, les couples qui ont demandé à savoir pour un premier bébé veulent pas savoir pour un deuxième ou un troisième. Donc voilà, je trouve que ce n'est pas du côté du respect de l'enfant,
ni du respect de la subtilité et de la fragilité du lien parent-enfant. C'est beau l'accueil de cet autre, hein, parce que dans ces cas-là, l'enfant a vraiment un autre, et c'est génial. Alors moi, je trouve que, Cet autre, oui, ben oui. ah, parce que c'est vraiment un autre, c'est ni un garçon Alors ni en une fille. plus, quand c'est des PMA avec alors, don d'ovocytes ou don de sperme, c'est encore plus compliqué parce que euh, quand il naît, on guette les ressemblances et il est encore plus étranger. Et donc, pour moi, il ne faut pas en faire des enfants imaginés, mais garder la beauté de l'enfant imaginaire. Là, on revient au, est-ce que le véritable aimer un enfant, c'est l'aimer, c'est pas forcément enfin, c'est le mettre au monde psychologiquement, pas forcément physiquement. Euh, n'est pas obligé de venir complètement de nous. On revient à plein de choses, Oui, alors ça, c'est alors c'est à voir autre chose. Oui, je pars dans autre chose. non, c'est la même chose. Non, ce qui m'amuse, c'est que finalement, on parle des mêmes choses avec des mots différents. Voilà. Mais effectivement, on voit aussi, il y a une telle mythification, on voit des gens en voyant l'enfant, ne vivent pas ce soi-disant miracle qui doit se produire, etc. Bon, les gens ne connaissent pas le maternal lag ou le paternal lag, comme le jet lag, hein. Il y a des gens qui mettent un certain nombre de semaines, voire de mois, à adopter leur enfant et qui en sont très culpabilisés. Et moi, vraiment, je fais une chasse à la culpabilité que je trouve une chose très toxique. Et ça me vient de ma mère, hein, vraiment. Et donc, tout ce qui est toxique, je trouve qu'il faut désactiver le plus possible. Quand Alors, on en est fait, enfant thérapeute, oui. on arrive à faire nos métiers avec un désir d'agir de manière préventive très profondément dans le cœur. Parce qu'on a entendu depuis qu'on est petit, les parents, les amis des parents raconter des histoires et qu'on a compris que c'était autour d'une chose peut-être un peu anodine, pas vue par les adultes, que tout s'est construit et abîmé. Donc on voudrait ne pas abîmer les enfants, en tout cas le moins possible, et leur permettre de se déployer dans leur être propre. On ressent vraiment chez vous une femme de cœur, une femme qui aime. Je le ressens vraiment et c'est vraiment très agréable. Je ne sais pas comment on peut faire nos métiers sans aimer les gens, hein. Oui, je pense aussi, mais beaucoup ne fonctionnent pas avec ce lien humain, se Je sais. cachent derrière, Je sais que derrière un c'est très écran. mal vu. Je sais que c'est très mal vu dans Oui, certains psychanalystes. Mais oui. moi, je ne vois pas comment on tiendrait. Alors, ça ne veut pas dire, on a tous un côté comme ça avec nos patients, on voudrait les protéger, mais c'est pas un truc rose bonbon, là encore, j'aime mes patients, mais il faut aimer l'espèce humaine, même si par ailleurs elle est souvent détestable. Euh, il faut aimer l'humain dans l'être souffrant qui vient nous voir. Et chez moi, l'enfant, dès sa vie prénatale, est potentiellement mis en souffrance par la méconnaissance des adultes ou par leur violence ou par leur sadisme, etc. Vous pensez, Catherine, que quand on veut un enfant, parce qu'on voit beaucoup de jeunes couples, on projette sur lui son désir ou une souffrance à combler? On ne veut pas toujours un enfant pour accueillir un autre. Le désir d'enfant, vous en Est-ce pensez que, quoi? ouais, je ne sais pas ce que j'en pense. C'est une chose qui m'interpelle beaucoup. Oui, moi aussi. Qui, m- je crois qu'il y a des choses qui nous dépassent et qu'on ne sait pas. Euh, il se trouve que moi, je n'ai pas eu d'enfant, je n'ai pas pu en avoir, mais j'en ai élevé qui n'étaient pas sortis de mon ventre, et que le désir d'enfant m'interpelle beaucoup. Je ne comprends pas très bien ce que c'est. Et c'est peut-être parce que je vis beaucoup avec des enfants et que j'ai aussi des petits-enfants sans avoir eu d'enfants. Bon. Mais quand je vois des femmes vers 34, 35 ans chercher n'importe quel homme pour faire un enfant, parce qu'elles pensent que s'il n'y a pas d'enfant, une vie de femme n'est pas complète, je suis très sereine pour penser que c'est pas vrai, puisque je le sais personnellement. Et je suis toujours très interpellée, parce que je pense que c'est une grosse responsabilité d'avoir un enfant et que ça ne devrait pas être rationnel. Et ça aussi, ça a été complètement faussé par la contraception. On voit des femmes qui peuvent décider. Et alors elles sont là avec, oui, mais si je le fais comme avec des arguments rationnels d'un côté, pour l'un, pour l'autre, etc. Et on ne peut rien euh, organiser autour de l'arrivée d'un enfant qui ne soit que rationnel. C'est impensable. Hein, on confond la décision rationnelle
Et le désir, hein, décider un enfant rationnellement, ça ne veut pas dire qu'on le désire inconsciemment. Et on a plein dans notre clinique de femmes qui ne voulaient pas d'enfants ou qui ne voulaient pas à ce moment-là, et puis elles se trouvent enceintes, soit elles n'arrivent pas à avorter parce qu'elles n'arrivent pas à prendre rendez-vous, soit au dernier moment, elles ne le font pas et qui sont extrêmement maternelles. Alors que d'autres femmes qui ont 6 enfants ont été des femelles gestantes, mais ne sont pas des mamans. Elles sont à peine mères, mais elles peuvent mettre des enfants au monde. Hein, on peut mettre des enfants au monde sans du tout être mère, ni maternelle, ni maternante, ni maman. Et on peut ne pas avoir d'enfant et être très mère. C'est toute une complexité. Alors, dans ce qu'on appelle le désir d'enfant, je pense qu'il y a beaucoup d'injonctions, ah, c'est rigolo, comme lapsus, d'injonctions culturelles et de névroses familiales. Eh oui. Beaucoup, beaucoup. Ouais, s'inscrire dans le lignage des femmes, vous vous rendez compte, je serais la seule de ma famille à ne pas avoir d'enfants. Oui, il y a beaucoup d'enfants à aimer dans le monde qui ne sont pas forcément sortis de notre ventre. Ou se dire c'est maintenant parce que j'ai tel âge, et c'est pas Oui, autrement, même si le couple n'est pas encore bien équilibré, c'est maintenant parce que j'ai tel âge. Ça devient tellement obsessionnel, tellement une angoisse, que maintenant c'est plus un désir d'enfant. Et pour moi, hein, c'est un désir d'une souffrance à combler, une souffrance de se sentir quelque part et, oui. et de. Enfin, c'est autre chose. Pour moi, c'était quelque C'est dans chose de une c'est dans différent. une représentation qui n'est pas forcément dans la souffrance, mais il y a une représentation mythifiée de ce que c'est que la vie d'une femme. Moi, je dis ça dans la panoplie de la femme accomplie. Il faut un mari comme ci, comme ça, un travail comme ci, comme ça, et un bébé, même si elle n'a pas de désir d'enfant. Mais cela dit, on voit beaucoup maintenant de jeunes femmes qui ne veulent pas d'enfants, très, très délibérément. On voit ça aussi surgir qu'on ne voyait pas avant. Mhm. Après, il y a la question du père. Avoir un enfant de qui? Ça, c'est une grande question. Alors, c'est vrai que la congélation des ovocytes est quelque chose qui peut aider parce que ça permet que certaines femmes ne se précipitent pas à faire un enfant avec quelqu'un qu'elles connaissent à peine et qu'elles ne respectent pas vraiment et qu'elles n'aiment pas du tout, voire ce serait des minimums requis, parce qu'il y a l'urgence de l'horloge biologique. Oui, elles mettent souvent en avant, certaines, je vois dans le cabinet, l'horloge biologique. C'est maintenant. C'est pour ça que la congélation des ovocytes peut aider. Mais l'horloge biologique, elle est aussi dans la tête. Parce que d'abord, on voit des femmes qui conçoivent tard. On est surpris. Moi, j'ai des patientes de 47 ans qui ont conçu spontanément. Ça arrive. C'est un peu rare, mais ça existe. Voilà. C'est aussi, Françoise Dolto disait toujours, vivre, c'est se risquer. Et c'est la question de se risquer à vivre une vie qui ne va pas prendre l'embranchement que notre névrose familiale nous avait suggéré. Et la névrose familiale, elle vient de loin. Elle vient des arrière-grands-parents. Et encore. Or, les jeunes femmes d'aujourd'hui, elles vivent dans un monde qui ne ressemble pas du tout à ceux de leurs grands-parents, ni encore moins de leurs arrière-grands-parents. Donc, nos névroses familiales, elles sont de plus en plus décalées par rapport à ce qu'est la vraie vie de maintenant. Donc, c'est encore plus compliqué qu'avant, parce que les femmes ont des libertés qu'on n'avait pas avant. Moi, quand j'étais petite, à l'école, quand il y avait un enfant divorcé, toute l'école était là. C'est un drame. Maintenant, c'est l'exception, ceux qui ne sont pas divorcés. Ça change complètement tout. Et c'est comme la possibilité de faire des enfants toute seule, enfin, avec un géniteur inconnu. Les gens n'imaginent pas comme c'est difficile d'élever un enfant seul. Alors quand ça arrive parce qu'il y a un drame, c'est une chose. Mais quand en plus on se sent responsable face à un enfant qui fait tout pour vous faire savoir que ça ne lui convient pas, c'est très, très dur, très difficile. Catherine, On voit beaucoup ça. C'est une victoire parce que c'est des droits, c'est un droit. Mais quel droit à quoi? est-ce Catherine, est-ce que c'était facile, difficile, agréable, pas agréable, enfin votre ressenti maintenant de femme, d'être la fille de Françoise? De Françoise et Boris. François, oui, excusez-moi. Parlez-moi d'ailleurs un peu de votre père. Alors mon père était un Russe émigré. euh,
avec toute la souffrance que l'émigration implique. J'ai écrit là-dessus parce que moi, j'ai toujours très fortement ressenti sa souffrance. Il est parti à 20 ans, donc c'était un homme déjà fait et qui s'est retrouvé en France, qui a été ouvrier pour payer ses études de médecine. C'était vraiment un homme très puissant et qui a rencontré ma mère pas jeune. Donc, ça, il a révolutionné la kinésithérapie. Lui était rhumatologue et il a dirigé une grande école qui est maintenant la Fondation Boris Dolto. Et c'était un homme extraordinaire. Et maman disait toujours qu'elle serait jamais devenue elle-même s'il n'avait pas été lui-même. Et un jour, elle nous a convoqués avec mes deux frères après la mort de mon père, d'une façon très solennelle, parce que mon père a écrit un très beau livre qui s'appelle Le corps entre les mains, sur son travail. Et elle avait accepté de faire une préface. Et puis l'éditeur vient avec la maquette, et son nom à elle, c'était l'époque où elle était très connue, était plus gros que celui de son père, que de son mari. Et alors elle nous convoque, elle nous montre ça, elle dit, vous êtes d'accord avec moi que même si ça coûte beaucoup d'argent, on fait annuler cette édition. Je ne peux pas avoir mon nom plus gros que celui de votre père. Elle a refusé plusieurs fois la Légion d'honneur en disant je ne la prendrai que si on la donne à mon mari d'abord. Bon, donc ça a été une très très grande histoire d'amour. Lui ne voulait pas d'enfants. Elle a mis comme condition à ce qu'il se marie qu'il y ait des enfants, une fille. Donc j'ai eu la sagesse d'attendre d'avoir deux frères pour naître. Et voilà, et ils ont beaucoup travaillé ensemble. Et ce qu'ils avaient de particulier, c'est que ni pour l'un ni pour l'autre, pour des raisons différentes. Lui, parce qu'en Russie, il y avait une culture de ça. Tous les médecins connaissaient le massage, la kinésithérapie, tout ça. C'était impensable pour un médecin de ne pas connaître ça. Et elle, parce que c'était sa nature, parce que justement, à cause de son intuition sur la sensorialité, euh, pour eux, il n'y avait pas de séparation corps-esprit et c'était évident. Ça se discutait même pas. Donc moi, je suis arrivée en médecine avec ça comme bagage. J'ai écrit un article pour un colloque sur Joyce McDougall sur la question du corps, chez Joyce McDougall, chez Françoise Dolto et pour l'autonomie. C'était pour elle très important. Donc, ils ont beaucoup travaillé ensemble. Alors, pour revenir enfin à votre question, être la fille de Françoise et Boris, c'était euh, à la fois délicieux, parce qu'elle était une mère formidable, formidable, et par moments compliqué, parce que lui était un père beaucoup plus difficile. Il s'est marié à 42 ans, et ma mère me disait toujours, tu sais, quand on épouse un homme de 42 ans, on le prend comme il est. Et il était difficile parce qu'il était extraordinairement exigeant. Parce quand on a vécu des choses très difficiles, on est très exigeant. Et que être son enfant n'était pas a priori suffisant pour l'intéresser. Il fallait en plus être intéressant. Il n'était pas en extase, mais il était difficile pour les petites choses, exigeant, mais quand la situation était grave ou douloureuse, là, il était absolument merveilleux. Et c'était d'autant meilleur qu'on s'y attendait pas, parce qu'il était difficile dans le quotidien, et tout d'un coup, on était dans la souffrance, et là, il soutenait, il guidait, il aidait, il expliquait, c'était formidable. Et Françoise Auto était une mère. D'abord, il y a une chose qu'on ne sait pas assez, c'est que c'était quelqu'un d'extrêmement drôle, mais très, très drôle, et qui dédramatisait tout. Vraiment, ça, c'était. Oui, elle savait nous engueuler. Hein. Quand l'heure était grave, elle gueulait, mais quelquefois même, elle donnait des petites tapes. Mais vraiment, il fallait avoir fait une chose éthique grave pour que ça la fâche. Sinon, elle était d'une grande souplesse. Et il y a une anecdote qu'il a dit tout entier. Je sors de l'école et la première chose que j'écris de ma vie, c'est merde sur un mur. Les grands écrivaient à la craie sur le mur de l'école. Donc j'écris merde. Et la vieille cousine qui nous cherchait me ramène à la maison, se repaissant d'avance de bonheur à l'idée de comment j'allais me faire engueuler. Et tu vas te faire engueuler, tu vas. Et on arrive, et alors, elle dit ça toute fière. Tu sais ce que ta fille a fait? Elle a écrit. Et maman me regarde et elle dit, Catherine, tu sais écrire, c'est merveilleux. Puis après, elle me dit, mais quand même, écrire sur les murs et écrire merde, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Mais sa première réaction, justement, c'est valoriser la Grédior. Mhm. C'est génial. Oui, c'est génial. Et elle me disait souvent, ma vie sera réussie si quand je meurs, tu continues ta vie comme si de rien n'était. Ah, je lui disais, c'est quand même beaucoup. Ça la préoccupait beaucoup parce que nous étions très proches.
Et on a beaucoup travaillé ensemble, mais on s'aimait aussi, on avait une amitié. Et ça l'inquiétait l'idée que je m'écroule quand elle mourrait. C'est une des raisons pour lesquelles j'ai commencé ma première tranche d'analyse. Euh, Aussi parce que je me suis rendu compte que j'arrivais pas à faire autre chose. Moi, j'ai d'abord fait des études de théâtre professionnel, après j'ai fait des études de sociologie jusqu'au début du troisième cycle, et j'ai commencé médecine 5 ans, je crois, ou 5 ans, oui, après un bac philo sans maths. Je faisais médecine et socio en même temps. Puis après, j'ai fait pédiatrie, et là, je me suis dit quand même, ça fait un peu névrotique tout ça, quoi. Elle n'a pas pu faire ses études de médecine avant presque le même âge. Moi, sans aucun empêchement, je m'interdis de le faire. Je fais pédiatrie, c'est un peu lourd quand même. Donc j'ai commencé ma première tranche comme ça, en me disant quand même, je ne vais pas décalquer la vie de ma mère. Et puis après, ben, après j'ai rencontré Franz Wellman et finalement, je me suis rendu compte que c'était une trajectoire complètement cohérente, y compris en entendant mon lapsus de ne pas m'enfermer dans la pédiatrie. Parce que sinon, j'aurais jamais pu faire ce que j'ai fait en autonomie avec l'accompagnement des grossesses, etc. et tout ce travail. Donc, c'est amusant de voir comment se construit un destin et comment on entend ou on n'entend pas. Et par exemple, tous mes choix de vie, quand j'ai décidé d'arrêter quelles que soient les études que j'ai arrêtées, mes parents m'ont toujours dit, tu es sûr? Oui, alors c'est bien. Quand j'ai arrêté la spécialisation de pédiatrie, tous les amis disaient, mais tu es folle, c'est beaucoup mieux d'être spécialiste. Et mes parents ont dit juste, tu es sûre? Oui, alors c'est bien. Pour la petite histoire, je vais vous faire sourire. Une de mes premières analystes, elle avait été formée par votre maman. Et elle était pédiatre et psychanalyste également. Et voilà, donc c'est pour montrer qu'il y a un lien dans l'histoire, un lien de... Moi, je trouve vraiment génial d'oser dire déjà qu'on est humaine, hein, parce qu'elle osait déjà le dire, alors qu'il y avait Lacan, tout ça, c'est ce qu'on le dit, on dit Freud a travaillé sur l'hystérie, Françoise Dolto, enfin, et d'autres, hein, ont travaillé sur les enfants, qui a travaillé sur les hommes. On n'en a pas vraiment trouvé. Hein, c'est vrai que ça, on ne l'a pas encore vraiment trouvé. Et cette humanité, ce lien humain que reprend Irving Yalom d'ailleurs dans les thérapies existentielles, ce lien humain qui pour moi est indispensable, c'est 90% de la guérison, je mettrai des guillemets, c'est ce lien humain, c'est ce transfert, mais le contre-transfert aussi, c'est-à-dire ne pas renier nos propres émotions, nos propres Et je blessures. pense que moi, Oups! Ah, zut! Ah oui. Euh, j'ai quelques analystes en aptopsychothérapie, qui Mm, sont des analystes forcément très intelligents, puisqu'ils osent aller se faire aider avec une autre pratique. Et je trouve que beaucoup d'analystes n'ont pas travaillé sur leur narcissisme. mm. Oh oui. Et dans les histoires de contre-transfert, il y a beaucoup de questions narcissiques en jeu, et je crois que c'est pour ça qu'il y a une telle défense contre ce qui est la dimension affective dans notre travail. On travaille avec des humains, donc évidemment l'affectif est là. Alors si on veut faire une asepsie de cette chose-là, comme font certaines écoles de psychanalyse, je pense que c'est pour se défendre de quelque chose qui pourrait être débordant. Mais si on a suffisamment travaillé sur soi et sur son narcissisme et son besoin d'être aimé et de reconnu, il n'y a pas de danger. C'est ce que je pense vraiment. Et on est capable de se rendre compte que, ah tiens, là, c'est mon narcissisme qui est flatté dans le contre-transfert. Donc, bon, voilà. Je pense que c'est pour ça que les questions affectives, que ce soit aussi chez les médecins, et la question du contact tactile soit tellement difficile à aborder, parce que l'affectif, c'est dangereux. Et derrière, il y aurait potentiellement toujours de la sexualité. Et ça, c'est un englobement qui n'est pas forcément pertinent. Tout ce qui est affectif n'est pas sexuel. Ça, c'est toute la question de l'autonomie. Tout ce qui est vécu dans le bassin n'est pas sexuel. Mais là, Hein. je vous Il rejoins. y a un bien-être d'organes dans les organes génitaux, comme il y a un bien-être d'organes dans les pieds. C'est vrai. Non, mais c'est vrai, les Oui, organes génitaux ne sont pas que des organes génitaux, et ils sont placés dans un endroit, le bassin, qui est crucial pour la sensibilité, la pensée, etc. Beaucoup de choses que nous pensons viennent d'impulsions qui viennent du centre du bassin, parce que ça c'est vraiment la découverte de l'autonomie. Il y a un dialogue constant
entre notre bassin osseux et notre crâne, et entre le contenu du bassin et le contenu de notre crâne, c'est-à-dire notre cerveau, en passant par le système nerveux entérique qui est le tube digestif. Ce dialogue, il est constant. Alors, on peut faire l'historique de ce dualisme qui a coupé la tête du reste du corps et qui a coupé le corps de l'esprit. Ça, c'est pas seulement Descartes, mais ça a été bien mis en avant par Descartes. Heureusement qu'on a Spinoza qui nous dit le contraire. Heureusement, heureusement. Heureusement qu'on a Spinoza qui était bien sympathique, mais je crois que Descartes est beaucoup plus sympathique que le cartésianisme en tant qu'être humain. Je vous rejoins tout à fait, parce que moi j'avais une patiente qui était en dissociation, c'est-à-dire elle se voit depuis toute petite à côté de son corps, depuis enfant, hein, depuis Ah qu'elle se oui, voit, tout le ça temps. serait... Oui, On a réussi à mettre le lien euh, des parents, de l'attitude des parents, où elle est en permanence rejetée, où elle n'est pas écoutée, elle n'est pas comprise. Enfin, l'enfant est mort, l'enfant n'existe pas chez elle. Elle ne se laisse pas cette place. Alors, un jour, j'ai fait ce qu'on peut appeler une faute déontologique. J'étais tout le temps sur mon téléphone pour les urgences. Et j'ai vu qu'elle se braquait. Elle est partie, elle ne voulait pas revenir. Et je lui ai dit, mais si, tu reviens, parce que bon, les jeunes patients, on peut passer au tutoiement. Je passe parfois au tutoiement. Je fais, tu reviens et on va en parler. La consultation ne sera pas payante, on va en parler. On en a parlé. Je lui ai expliqué, je me suis excusée. Je lui ai expliqué ce qu'il en était, ce que pouvait faire une adulte, etc. Ce qu'il en était, les urgences, etc. Je peux pas. C'est inexplicable ce qui s'est passé. Elle a complètement changé. Alors, je l'ai prise dans mes bras plusieurs fois parce qu'elle se sentait tellement loin de son corps. À un moment, je lui ai dit la semaine dernière, est-ce que tu veux qu'on fasse un contact physique ensemble? Est-ce que tu veux que je te prenne dans mes bras, que je te fasse un câlin? Elle m'a dit oui. Mais je sens que petit à petit, les morceaux sont en train de se remettre ensemble. hmm. Et c'est quelque chose de fantastique de voir ça. Cet enfant mort qu'elle ressent depuis toujours, depuis toujours. Elle a suivi des thérapies. Et je suis un peu gênée par le concept d'enfant mort, Voilà, bon, on peut dire enfant mort, parce que on peut dire la mort, c'est définitif. oui, voilà, Alors, survivant, enfant c'est pas survivant, définitif. survivant. Alors, il y a autre chose, c'est que moi, ce que j'ai appris, parce que j'ai beaucoup de patients qui sont des anciens prématurés ou des enfants qui ont eu des traumatismes, de la chirurgie très précoce, parce que chez ces gens-là, la psychanalyse classique marche pas bien, Mhm. parce qu'il faut pouvoir aller travailler dans l'archaïque et quelquefois oser des transgressions comme celles que vous avez faites. Euh, je me suis aperçue que beaucoup d'enfants qui ont soit soit de la petite ou de la grosse pathologie, mais qui sont assignés sans bouger dans un berceau pendant un moment, font des sorties de corps. Et ça, il faut le savoir, parce qu'il y en a qui sont jamais rentrés. Oui, il y en a qui sont jamais rentrés. Oui, il y a et on les aide. Alors ça, c'est vraiment un travail spécifiquement autonomique, de pouvoir les aider à rentrer. Mais c'est très étonnant parce qu'on ne pense pas à ça. Et les parents de ces enfants-là, quand ils sont bien observateurs, parce que finalement, j'en vois souvent des enfants comme ça, et que je leur dis ça, je leur dis, ah ben, j'osais pas le penser, mais je vois qu'il y a des moments où elle n'est pas là. Ils voient que l'enfant s'en va. Hein, il se voit d'au-dessus ou il se voit d'à côté, etc. Alors, faut voir, peut-être c'est juste le fait d'avoir été infirmée par ses parents, mais peut-être qu'elle a eu une petite pathologie très tôt qui fait qu'elle s'est retrouvée seule dans son berceau, sans pouvoir bouger, et dans une solitude affective aussi. Oui, ça, je pense qu'il y a aussi. Alors, je vous l'enverrai. Si je dépasse ça, je vous l'enverrai. Déjà, elle a changé énormément. Là, elle part de chez son père qui l'a Ah, mais détruit. peut-être que le changement est fait là avec ce que vous avez fait, peut-être ça Il y a suffit. beaucoup de changements déjà. Alors, elle arrive à se regarder devant une glace, elle n'y arrivait plus. Ouais. Elle arrive à communiquer avec les autres, elle n'y arrivait plus, ce qui est déjà énorme. Faut vraiment faire une anamnèse fine de sa Oui, naissance et de sa vie prénatale et des premières semaines de vie. oui. Ben, je compte sur votre aide, Catherine, parce que la réussite. Alors, moi, j'ai beau livre, là, j'en ai certains, parce que ma petite fille en a embarqué quatre, hein. Donc Ouais, j'ai une petite fille de 3 ans. Ça fait mal la violence, ouais, j'ai les colères, ouais, j'ai gentil, méchant, ouais. obéir, désobéir. Puis elle en a d'autres qu'elle a embarqué à 3 ans, Alors, elle en a les embarqué quatre. cas les plus importants pour les psychanalystes, Oui, ils sont interdits dans la famille, qui est un livre qui parle de l'inceste et de la oui, pédophilie. Et un autre qui s'appelle, j'aime pas le titre, mais parce que j'aime pas parler du corps, qui s'appelle Touche pas à mon, respecte mon corps, mais pour que ça fasse
sens pour le grand public, il fallait que je mette le mot corps. C'est deux livres qui s'adressent aux enfants, qui s'adressent qui leur parlent de la pédophilie et de l'inceste. Mhm. Là, je crois qu'on n'est pas nombreux dans le registre des livres pour enfants à parler de ça. Je crois qu'Interdit dans la famille, euh, enfin, il y en a d'autres, mais qui sont beaucoup plus sur un mode de la menace. Oui, Attention, les grandes personnes sont dangereuses. Ça, c'est autre chose. Et il y en a un autre auquel je tiens beaucoup aussi, qui est les émotions et les sentiments, parce que je trouve qu'actuellement, il y a une confusion très dommageable entre les émotions et les sentiments. Et pour les enfants, c'est pas un service à leur rendre que de confondre les deux. Comme disait Camus, mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde. mhm, tout à fait. Ma petite fille, elle sait très bien faire la distinction. Elle a des parents formidables d'ailleurs. Donc, Mm. je pense qu'elle sait très bien. Elle arrive la dernière fois, elle chante Libérée. Trois ans, hein. C'est la Trois reine ans, elle sait où Thérèse. elle est. Ouais, ouais. Bon, Catherine, on regarde notre agenda enfin, dès qu'on Oui, coupe. C'est parce que je vous remercie d'accepter une visioconférence via l'Association des psychanalystes modernes. Ça va être pour moi vraiment un enchantement. On parlera comme vous voulez de votre. J'ai tellement de sujets entre votre maman, mais en même temps, on ressent l'héritage familial, il est en vous. Il est en vous et il circule, l'héritage de votre maman, de votre papa, ça circule, je le ressens. Et autre chose, j'ai une question à vous poser. Est-ce que vous accepteriez d'être membre d'honneur de l'Association des psychanalystes sûrement modernes? pas. Non? Sûrement pas. Non, Ok. non, parce que je suis présidente du CIRDH, qui est le centre de formation. La seule autre présidence que j'ai acceptée, c'est la Fondation Raymond DeVos, parce que mais je ne veux pas prendre le risque de mêler l'autonomie que pour l'instant je représente à quelque chose dont je n'aurai pas le contrôle de l'évolution. C'est D'accord, ok. une Non, mais c'était membre d'honneur, c'était pas. même. Ok, Il faut être vigilant et oui, je comprends. voilà. Je comprends tout à fait. Je respecte ça et je comprends. Il n'y a pas de souci. Alors, dites-moi pour. Alors, qu'est-ce que vous voudriez ça Dites-moi durerait, quand. ça durerait combien de temps? Oh, ça peut durer entre 1 heure et 2 heures. Alors, Euh, de préférence un week. C'est vrai, c'est le week-end, c'est peut-être pas. Un week-end ou un soir, parce que pour avoir le plus de personnes. oui. Écoutez, là, je peux pas vous répondre maintenant parce Mhm. que je préfère le week-end que le soir. Oui, ok. Mais là, j'ai du flou sur les week-ends. Donc, on va se recontacter parce que j'ai des choses où je dois peut-être partir, j'en sais rien, je sais pas. Bah, qu'on peut mettre avec un point d'interrogation, du moment que je sais 15 jours avant. Non? Non, 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 c'est un peu trop compliqué. Et il y a des trucs que je peux pas. Il faut que je parle avec mon mari d'abord. Ok, je comprends. Je comprends tout à fait. Mon respect. Ok, donc je reviens vers vous au téléphone Voilà, ou pour par mail. savoir. Et D'accord? puis, merci pour Bon, cet échange et à très vite avec à le plus très grand vite. plaisir de mon côté. Au revoir, à Au bientôt. revoir, Catherine.